Nous sommes dans le nord de la Syrie où l'une de nos équipes a passé 10 jours clandestinement. Bombardements, exécutions sommaires, vous allez voir comment le régime de Bachar el-Assad fait régner la terreur pour tenter d'étouffer l'insurrection qui menace son pouvoir. Les combattants insurgés, eux, luttent avec des armes dépassées ou artisanales. Enfin, la population a de plus en plus de mal à se nourrir dans des villes meurtries par les combats et désorganisées. C'est un document 7 à 8 signé Christophe Dubois et Pedro Brito da Fonseca. Le rendez-vous a été pris à quelques kilomètres de la frontière syrienne. 2 passeurs vont nous aider à entrer clandestinement en Syrie. Pour ne pas se faire repérer, il faut couper les téléphones. Une heure de marche dans une plaine boueuse. Une barrière de barbelés, c'est la frontière. Vite. Syrie, ça y est. Ici, c'est une zone libérée. Nous allons passer 8 jours dans le nord du pays, à la rencontre de la population et de combattants de l'armée syrienne libre. Ont-ils encore les moyens de résister contre le régime de Bachar el-Assad? Après la chute de Homs, combien de temps cet autre front peut-il tenir? La région d'Idlib est en partie contrôlée par l'armée syrienne libre. Cependant, certaines zones restent quadrillées par l'armée de Bachar el-Assad. Aucune route n'est réellement sûre. On a peur des checkpoints. Dans ce coin, il y a des véhicules qui appartiennent à l'armée de Bachar el-Assad. Nos hôtes nous emmènent dans un premier village, occupé par les révolutionnaires. Comme l'indique ce drapeau, aux couleurs de l'armée syrienne libre. Chaque groupe de l'armée libre dispose d'un guide religieux, ici le Cheikh Salah. Cette région est à majorité sunnite, hostile à Bachar el-Assad, de confession alawite. Mossab n'a pas voulu montrer son visage. Il est étudiant en linguistique. Il vient juste de rejoindre l'armée syrienne libre. Ce combat est partagé par tout le monde. Ce n'est pas une question de religion. C'est Bachar qui essaie de dire ça, pour nous diviser et faire en sorte que l'on s'entretue. Moi, ce que je veux, c'est me protéger, moi, ma famille et mon peuple. À ses côtés, un déserteur de l'armée régulière. Il est là depuis 2 mois. Avant, dans son unité, il était totalement coupé du monde extérieur. Quand j'étais dans l'armée de Bachar, il ne nous laissait pas l'accès aux médias. Même les téléphones portables étaient coupés. Il ne voulait pas qu'on ait de contact avec l'extérieur. On nous faisait juste écouter des chants patriotiques, on nous demandait d'aller tirer sur des gens sans savoir sur qui. Régulièrement, d'autres Syriens viennent rejoindre les rangs de l'armée libre. Cette nuit, Mossab part chercher 2 amis qui ont fui à pied les combats dans une ville voisine. Ce sont les gars là, ils m'appellent. Oui, Ahmad. Je viens vous chercher, vous êtes où là? Les 2 hommes l'attendent au bord de la route. Une exfiltration délicate. Je reviens. Je vais juste faire un tour devant. Ce sont ces gars là. Je ne m'arrête pas. Peut-être qu'il y a des snipers. Là-bas devant. Mossab fait demi-tour un peu plus loin, puis récupère les 2 hommes. Il faut qu'on se dépêche.
Ils visent uniquement les têtes. Pendant l'enterrement du martyr Rachid, ils nous ont tiré dessus, Personne ne peut circuler. même pour aller au marché. Il suffit que tu ouvres la fenêtre, ils te tirent dessus. Ces deux hommes n'ont encore jamais combattu. On est prêt, mais on n'a pas d'armes. Leur seule arme, ce fusil à pompe d'une portée de 20 mètres. Pas de quoi inquiéter les snipers ou les chars de l'armée de Bachar. Les nouvelles recrues saluent les hommes de l'armée libre. Les soldats de la Révolution seraient actuellement au nombre de 40 000 en Syrie, 6 fois moins nombreux que l'armée régulière. Pour en savoir plus sur ces rebelles, direction Sarmine, à 20 km de là, une ville de 10 000 habitants. Au milieu d'un dédale de ruelles, nos accompagnateurs nous guident vers un QG discret. Chaque ville, chaque village dispose de son groupe de combattants. À l'entrée, un tapis annonce la couleur. On avait besoin d'un paillasson pour essuyer nos chaussures. On n'a trouvé que le visage de Bachar. Ce mec est sale, c'est ce qu'il mérite. C'est qu'on lui marche dessus. Ses mains sont tachées du sang des Syriens. Et donc aujourd'hui, sa place est ici, sous nos pieds. Bilal al-Kabir, un ancien capitaine de l'armée de l'air syrienne, est l'un des rares officiers déserteurs. Sous ses ordres, une vingtaine de jeunes d'à peine 20 ans, en majorité des appelés qui ont quitté l'armée régulière. Il est où le plus jeune? Eh bien. T'as quel âge? 19. Il a 19 ans. Vous avez peur de mourir? Non. Nous sommes l'islam, on croit aux martyrs. Oui, nous c'est l'islam. On aime le martyr. Des soldats déterminés, mais des armes vieillottes. Le régime syrien accuse la Turquie d'armer les rebelles. Mais ces hommes n'ont que des kalachnikovs et des lance-roquettes des années 70 apportés par les déserteurs. Ils bricolent aussi des grenades artisanales à partir de morceaux de tuyaux et de boulons. Bien sûr, il n'y a aucune égalité au niveau des armes. Comme vous le voyez, les nôtres sont ridicules par rapport à celles du régime, qui bénéficient du soutien apporté par l'Iran, la Russie ou le Hezbollah. On a besoin d'armes et d'une zone d'exclusion aérienne. C'est tout ce dont on a besoin. Bon, allez les gars. On part pour aller protéger la manif. Dieu est grand. Comme tous les jours à travers le pays, en fin de journée, des Syriens descendent dans la rue. Ils bravent le pouvoir à coups de chants et de slogans. Au milieu de la manifestation, nous remarquons un jeune garçon qui brandit la photo d'un enfant, son frère. Eyad, 4 ans, a été tué au cours d'un bombardement de l'armée syrienne le 15 février dernier. Le jeune Eyad a été touché au cœur et au bras par un éclat d'obus. Les rebelles filment tout. Ces vidéos sont une arme, dans cette guerre que le régime aimerait mener à huis clos. Le petit Eyad vivait dans cette maison. Regardez, là, l'obus est tombé là. Les éclats ont été projetés à 40 mètres de là, au premier étage de la maison. Eyad était sur la terrasse. Son père a 9 autres enfants. Il ne se remet pas de la disparition de son fils. Dans tous les coins de la maison, je le vois. Ici, ici, tout le temps. C'est mon enfant. Il vient de là, de mon cœur.
Quel sentiment voulez-vous que j'aie contre un régime qui tue des enfants avec des kalachnikovs, des RPG? C'était un enfant, il n'avait pas de kalachnikov, pas d'armes. C'est le sentiment de chaque père. Bachar, je serais capable de boire son sang et celui de ses hommes. Nous, on envoie nos enfants à l'armée pour qu'ils protègent le peuple, pas pour qu'ils viennent nous tuer. La haine froide d'un père. Un peuple en ébullition. Mais les rebelles ont-ils les moyens de mener leur révolution? L'armée libre contrôle certaines villes, mais par endroits, elle continue à cohabiter avec l'armée du régime. Taftanaz, à 10 km de Sarmine. D'un côté, le QG de l'armée libre. De l'autre, à moins d'1 kilomètre, une base aérienne de l'armée syrienne avec des dizaines d'hélicoptères prêts à décoller. La ville a été plusieurs fois attaquée et bombardée, comme le montrent ces images. Souvent, ceux qui filment commentent en direct. L'armée s'est même retrouvée aux portes de la ville. Après ces combats, une scène surréaliste. Les manifestants défient les chars positionnés à moins de 50 mètres. Les soldats de Bachar el-Assad les observent aussi depuis cet immeuble. Ce jour-là, ils ne tirent pas. Selon un militant de l'armée libre, il y aurait des moments de trêve négociée. C'est grâce à ce qu'on appelle un conseil de notables, des sages. Pour la plupart, ce sont des chefs religieux qui interviennent en tant que médiateurs entre l'armée libre et l'armée régulière. Malgré ces médiations, la situation reste imprévisible dans la région. Le quotidien des rebelles est fait d'attaques sporadiques de l'armée du régime. Une ville libérée un jour peut être bombardée le lendemain. À la nuit tombée, direction Béniche, une ville de 40 000 habitants. Toujours la crainte de croiser des militaires de l'armée syrienne. Mais ici, les checkpoints, pour le moment, sont ceux de l'armée libre. Dans le centre-ville, la vie paraît presque normale. Les commerces sont ouverts. Les habitants disent ne plus craindre le régime, ni ses milices. Ils sont partis. On a bien nettoyé. Il y a une épuration ethnique. Il n'y a plus personne du régime. De nuit, comme de jour, pas de policiers dans les rues. Le commissariat est fermé. Les multiples agents de renseignement du régime auraient aussi été chassés. C'est ce qu'affirme Abou Abdou, l'un de ceux qui coordonnent ici l'action des rebelles. Avant, il travaillait dans l'immobilier. Le contrôle de la ville passe aussi par des aspects très pratiques, comme l'approvisionnement en essence. Il y a une pression, une vraie politique de rationnement du gouvernement. Alors une fois que l'essence est arrivée en ville, c'est l'armée libre qui contrôle la distribution. La révolution est aussi passée par les écoles de la ville. Cet établissement a été rebaptisé École des Martyrs. Ici, l'antagonisme entre les chiites, fidèles au régime, et les sunnites, qui veulent sa chute, n'est jamais très loin, y compris dans les chants des enfants. Dans le bureau du directeur, les professeurs dénoncent les programmes scolaires qu'ils doivent enseigner à leurs élèves. Livre à l'appui. Ça, c'est un livre sur l'histoire de Bachar el-Assad et sa famille.
Tout ça, c'est des mensonges. Tous les mensonges. Ici, ça parle du pluralisme des partis. Tout cela est faux. Il y a une mise sous tutelle de tous les partis sous la bannière du BAS, le Parti socialiste arabe. Je ne veux pas utiliser ce livre, mais je suis forcé d'enseigner avec ce livre. Les professeurs racontent qu'avant la Révolution, un membre de la police venait contrôler chaque semaine si le programme était bien respecté. Désormais, ils arrachent les pages à la gloire du président. Dans les couloirs, sur les murs, de nombreux espaces vides. Partout, les portraits du président Assad ont été grattés, enlevés, arrachés. Assad, 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 tout ça c'était Assad. Une professeure d'anglais accepte de nous parler. Elle habite la ville voisine d'Idlib, encerclée par l'armée. À cause des checkpoints, elle ne peut pas venir tous les jours. Elle vit dans la peur, mais elle garde espoir. Nos enfants seront dans une situation meilleure que la nôtre, car ils savent ce qu'est la liberté. Et donc il est impossible de revenir en arrière. La liberté leur donnera beaucoup de choses. Plus de savoir, de perspectives, l'occasion de s'ouvrir au monde. Alors qu'avant la vie se limitait à boire et manger et juste gagner sa croûte. Là, même les enfants commencent à avoir des rêves. Comme Homs, Idlib est régulièrement sous le feu du régime. Cette ville de 250 000 habitants est le point d'accès stratégique entre la Turquie et l'intérieur du pays. Elle est encerclée depuis plusieurs semaines par l'armée. Impossible d'emprunter les grands axes. Des rebelles nous font passer par des chemins détournés. C'est Idlib? Oui, on y est. On est en sécurité? Pas de problème. Une sécurité très relative. Après quelques minutes dans la ville... T'as devant toi les chars là-bas, et la police. Tout en haut de la montée. Au bout de cette avenue, l'un des nombreux barrages de l'armée qui verrouille la ville. Notre conducteur bifurque à moins de 200 mètres du checkpoint. Les chars ne se contentent pas de bloquer les routes. Regardez. Juste en face, des impacts. Des bombardements récents ont visé de simples appartements. Regarde cette maison là. Il y a eu un blessé très grave ici. Il est à l'hôpital. Dans ce quartier, les habitants vivent avec les tanks sous leurs fenêtres. Cet homme peut les voir depuis sa terrasse. Les canons, positionnés à un carrefour, sont braqués en direction de son quartier. En fait, seule cette partie de la ville est contrôlée par l'armée libre. À quelques centaines de mètres, le drapeau du gouvernement syrien marque la présence du régime dans le reste d'Idlib. Au quotidien, cette guerre rend la vie infernale. Ammar et sa famille partagent ce 3 pièces avec 2 autres familles, 13 personnes au total. Sous cette couverture, son père malade. Là, son fils malade aussi. Avec les snipers, impossible d'aller chez le médecin. Ammar s'attend à une attaque à tout moment. On a mis nos affaires là, dans un coin, pour partir dès qu'il faudra. Tailleur de pierre, Ammar ne travaille plus depuis 6 mois en raison de la guerre. Il survit en empruntant de l'argent à des proches, à peine de quoi nourrir sa famille. Ce lait, je le donne aux enfants par petites cuillères, pour que ça puisse durer 2-3 jours. On fait aussi cuire des patates à l'eau avec un peu de cumin et du poivre. Pas d'argent, pas d'électricité. Pour s'éclairer, c'est le système D. Ça, c'est une bougie qu'on a fait nous-mêmes. 13 personnes éclairées avec ça. C'est l'huile d'olive et un fil de coton. Conditions de vie précaires, crainte de bombardement, chars menaçants. Le quartier est sous pression. Ce jour-là, la tension est à son comble du côté de la mosquée. Allez, dehors les gars. Dehors, dégagez. À l'intérieur, 7 corps alignés. Ils auraient été retrouvés gisant dans la rue à quelques kilomètres de là. Apparemment, des civils. Ils ont été entreposés afin d'être identifiés par les habitants.
Tous ont les mains attachées par des liens en plastique. Qui a fait ça? Qui? C'est le gouvernement. C'est le gouvernement, bien sûr. Vous voyez? Tous portent des traces de balles tirées à bout portant. La signature, en apparence, d'une exécution. Dieu les vengera. Dieu les vengera. Rien ne sera oublié. Qui sont les auteurs de ce massacre? Impossible de désigner un coupable. Dans la ville, entre rebelles et fidèles au régime, les représailles sont fréquentes. 2 jours avant la découverte de ces corps, le procureur général et un juge ont été mitraillés en plein jour. Plus que cette violence quotidienne, c'est la peur d'une attaque massive, comme à Homs, qui inquiète les rebelles d'Idlib. Pour montrer leur force, ils se sont filmés en train de parader. Mais face aux chars de Bachar, ils n'ont pas grand-chose à offrir, à part leur détermination et quelques armes, même les plus improbables. Ça, c'est une catapulte. Je mets des bombes dedans et je lance. Ça remplace un char. Les révolutionnaires manquent de tout, notamment de munitions. Ce matin-là, cependant, ils déversent devant nous une acquisition précieuse, comme s'il s'agissait de pièces d'or. Des milliers de balles de Kalachnikov récupérées dans la nuit. J'ai acheté ça à l'armée syrienne. Mais comment est-ce possible? C'est secret. Les généraux de l'armée nous les ont fournis. Donc ça veut dire que des gens de l'armée syrienne vous aident? Non, ils ne nous aident pas. Ils aiment l'argent. Ah bon, c'est juste pour l'argent alors? Ça vient de Latakia, de Kardara. Des gens de la même famille qu'Assad. À 4 $ la balle, il y en a là pour 10 000 $, l'équivalent de 50 mois de salaire moyen en Syrie. Notre interlocuteur, qui travaille dans l'import-export de voitures, nous explique avoir payé en partie ses munitions avec ses compagnons de révolution. Une affirmation impossible à vérifier. L'offensive de l'armée de Bachar a repris aux portes de la ville. Après la chute de Homs, d'autres berceaux de la révolution comme Idlib, Hama, Dera sont attaqués. Ces hommes que nous avons quittés la semaine dernière continuent la guerre. Ils attendent du soutien, des armes. Pour eux, plus que jamais, c'est la liberté ou la mort.